quelqu'un Oui. que probablement toute la salle connaît, bien évidemment, le professeur Maxime Bréban, illustre rhumatologue, excellent connaisseur de votre maladie, patron à Ambroise Paré, c'est ça, et qui a mené de très grands nombres de recherches dans ce champ. Et la plus récente concerne un sujet qui, effectivement, est extrêmement porteur, puisqu'il permettrait d'avancer sur la réponse à pourquoi, et c'est le microbiote. Ce microbiote dont on parle beaucoup, vous avez réalisé des recherches très longues et des résultats qui viennent d'être publiés, si je ne m'abuse, qui permettent d'avancer beaucoup sur, en tout cas, de poser des questions ou de livrer quelques pistes. Pourquoi cette maladie ? Donc je crois que tout le monde est extrêmement attentif à ce que vous allez nous présenter. Franck veut prendre le micro, il a beaucoup de mal à se retenir. Qu'est-ce que tu veux dire de plus que ce que je suis en train de dire ? Non, très bien. Je vais demander qu'on fasse un petit peu de silence, Ah. surtout, parce que j'entends au fond de la salle beaucoup de discussions. Merci, Maxime, d'être là, parce que tous les ans, presque maintenant, tu Absolument. as même détrôné Olivier Brock. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Et puis... Puis pareil, une C'est à intervention toi. et bien sûr le micro à la salle pour que vous puissiez poser quelques questions au Voilà. professeur Bréban. Merci pour cette très aimable introduction. Et donc, c'est un plaisir de revenir parler à cette journée qui a de plus en plus de succès. Bravo Franck, encore plus de monde que l'année dernière. Par contre, l'écran me paraît un peu petit. J'espère que vous allez pouvoir suivre ma présentation qui n'apparaît pas pour l'instant, c'est normal ? Ça y est. Voilà, ça y est, on l'a. Donc on va parler de ce qu'on appelle aujourd'hui, il est convenu d'appeler le microbiote, terme qui a remplacé ce qu'on appelait il y a quelques années la flore intestinale. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier d'ordre financier en rapport avec cette présentation. Quand on parle donc au sens large maintenant de microbiome, on s'intéresse à l'interface entre la peau ou les muqueuses et le milieu extérieur, et donc qui est colonisé par un grand nombre de microbes qui vont des bactéries aux virus, en passant par les champignons, etc. Donc ce sont des micro-organismes qu'évidemment on ne voit pas à l'œil nu, mais ils sont présents partout. Et donc avec des techniques récentes dont on va reparler dans un instant, au jour d'aujourd'hui, quand on caractérise ce microbiome, on est capable de se rendre compte que par exemple la colonisation par ces micro-organismes des différentes interfaces est très variée et qu'on peut séparer, par exemple, le microbiome de la cavité orale, le microbiome urogénital, la peau et l'intestin qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Chez l'adulte, dans l'intestin, donc des chiffres qui donnent parfois un peu le vertige, 100 000 milliards de bactéries par individu. Ça paraît beaucoup, c'est autant que les cellules de notre propre organisme. Mais ça pèse moins lourd parce que ce sont des petites cellules, les microbes. Alors, le problème avec ce microbiote, qui n'est pas nouveau, c'est qu'il n'est pas cultivable. Donc la plupart de ces espèces microbiennes, ou un grand nombre, ça a changé ces dernières années, un grand nombre d'entre elles encore, n'ont jamais été vraiment caractérisées en les cultivant. Donc c'est de la déduction bioinformatique, on va y revenir dans un instant, à partir des séquences des gènes. Ça, on est capable aujourd'hui de les séquencer et de les identifier de cette façon-là. Alors pourquoi ces bactéries, là on parle de bactéries maintenant, ces bactéries qui sont dans notre intestin ne sont pas cultivables? Tout simplement parce que dès qu'elles voient une molécule d'oxygène, elles meurent. Donc ce sont ce qu'on appelle des anaérobies strictes qui ne supportent pas la moindre molécule d'oxygène. Et donc la connaissance de ce milieu intérieur est toute récente grâce au séquençage, puisqu'on n'arrivait pas à les cultiver. Ce qui est très intéressant également, c'est que ces bactéries, elles ne sont pas du tout inertes, elles ont à elles seules, dans l'intestin, elles représentent 10 millions de gènes. Un gène, c'est une protéine et c'est une ou plusieurs fonctions. Notre organisme à nous correspond à 30 000 gènes, et dans notre intestin, on héberge la capacité de produire 10 millions, plus de 10 millions de gènes. Donc potentiellement des fonctions extrêmement importantes, et c'est ça aussi qui a été découvert ces dernières années, c'est qu'il y a une symbiose et que ces bactéries, elles font des tas de choses qui sont utiles à notre organisme.
Alors maintenant, quand on en arrive aux espèces qui ont été caractérisées, aujourd'hui, le laboratoire de recherche de l'INRA avec lequel nous menons ces études travaille sur un catalogue d'environ 1500 espèces bactériennes différentes. Donc dans notre intestin, à tous, 1500 espèces différentes, avec simplement un noyau conservé dans l'espèce humaine, mais chacun de nous, finalement, a sa carte d'identité microbiotique. Et chacun de nous a des bactéries qui s'installent dès la naissance. Il y a même des études récentes qui suggéreraient que ça s'installe avant la naissance. Ça reste encore débattu, mais en tout cas, on va prendre ce qui est bien établi et ce qui est tout à fait facile à identifier. À la naissance, l'intestin est colonisé par ces bactéries qui vont se développer et chacun de nous va avoir sa carte d'identité microbienne qui va persister toute la vie. Alors elle va se modifier un petit peu au moment de l'adolescence, mais globalement, elle s'installe dans la petite enfance et elle persiste toute la vie. Et donc, voilà le genre de... Je ne sais pas si vous les voyez, parce que comme pour ceux qui sont au fond, ça ne doit pas être forcément évident. Voilà, en microscopie électronique à balayage, l'aspect de ces différentes bactéries donc, qui vivent dans notre intestin. La composition diffère. Donc l'intestin, c'est un long tube, plusieurs mètres de long. Il y a le gros intestin, et c'est là où il y a le maximum de bactéries, donc le côlon. Et puis plus on remonte, moins on va avoir de bactéries. Donc la partie vraiment la plus importante en termes numériques et même de variété de bactéries, c'est le gros intestin, où on a des bactéries donc, qui ont des noms un petit peu compliqués à mémoriser. C'est pas ce qu'il y a de plus important là, mais qui sont, donc je le rappelle, appartiennent aux anaérobies pour l'immense majorité d'entre elles. Et donc les approches, ça il faut en dire un mot. Pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui dans beaucoup de situations? C'est grâce, comme d'habitude, la science fait des progrès grâce à la technologie. Et donc ce qui est nouveau depuis une dizaine d'années, c'est la capacité à séquencer. Donc c'est le séquençage finalement de l'ADN. Donc vous connaissez le projet Génome humain, et il y a maintenant aussi le projet Génome des bactéries. Donc on séquence à tour de bras avec des machines qui ont une capacité, un débit beaucoup plus important au fil des ans. On séquence le génome de ces bactéries et on est capable aujourd'hui, dans les études que je vais vous montrer faites chez nos patients, on séquence l'équivalent d'un génome humain, c'est-à-dire 3 milliards de paires de bases de bactéries dans l'intestin, et c'est ça qui permet d'identifier les bactéries présentes. Et donc, la première description de ce métagénome intestinal humain remonte, vous voyez, à pratiquement une dizaine d'années. Ce qui était intéressant, c'est que ça a été fait dans 3 populations, et on a pu montrer que dans ces 3 populations, elles ne se séparaient pas elles-mêmes selon les populations, mais selon la composante bactérienne au sein de la population. Vous avez des individus qui ont un microbiote dominé par un certain type de bactéries, ici les Ruminococcus, d'autres par un autre type de bactéries, les Prevotella par exemple, et encore un 3e groupe, Bacteroides. Donc finalement, et on retrouve ces 3 groupes dans des populations complètement distinctes, américaines, européennes et asiatiques. Donc il y a, un peu comme le groupe Rhesus, si vous voulez, il y a l'idée que chacun de nous peut appartenir à un groupe selon la façon dont ces bactéries s'organisent dans l'intestin. Et donc, toujours dans cette même étude, ça a été largement reproduit depuis et confirmé, il suffisait d'avoir recours à cette caractérisation des bactéries pour identifier des patients ayant une maladie de Crohn, donc maladie inflammatoire de l'intestin, ou une rectocolite hémorragique, et on arrivait à les reconnaître complètement des individus sains qui n'avaient pas ces maladies. Alors même que ces patients qui avaient donné leur échantillon de sel pour être analysés n'étaient pas en poussée de leur maladie, ils étaient en rémission. Donc ça veut dire qu'il y avait un microbiote, carte d'identité de la maladie de Crohn, rectocolite hémorragique. Donc ça, on va en venir à cette relation qui existe entre l'intestin, notre muqueuse intestinale et nos bactéries. Pour vous situer une première chose, c'est qu'il y a un équilibre, et cet équilibre il est contrôlé par le système immunitaire de la muqueuse,
mais aussi par une couche de mucus, donc c'est une forme de film protecteur, et dans ce mucus, les cellules de notre muqueuse produisent un certain nombre de facteurs qui sont antimicrobiens. Donc il y a un vrai contrôle des bactéries pour qu'elles n'envahissent pas notre muqueuse intestinale, qui se fait par des immunoglobulines, les IgA, par des peptides antimicrobiens, et puis cette barrière protectrice, ce mucus protecteur, où les bactéries sont rares, elles sont plutôt à l'extérieur. Mais à travers ce mucus, elles vont pouvoir échanger, il va y avoir un système d'échange avec les cellules de la muqueuse intestinale. Alors ça, je vais passer parce que je crois que je ne vais pas avoir le temps de tout vous montrer. Voilà. Donc on va en arriver à la maladie qui vous concerne, la spondylarthrite. Et donc, comme vous savez, on décrit ces maladies complexes chroniques aujourd'hui comme des interactions entre des facteurs génétiques de prédisposition. Donc vous savez que pour spondylarthrite, HLA-B27, c'est le facteur majeur, même si on a identifié ces dernières années d'autres facteurs beaucoup plus mineurs. On n'a pas encore identifié de facteurs ayant un poids équivalent à HLA-B27 et on pense qu'on n'en trouvera pas d'autres aussi importants. Donc ça, c'est le terrain génétique sur lequel agit l'environnement. Alors dans l'environnement, on met beaucoup de choses. Vous voyez, l'alimentation, le travail physique notamment, mais pas seulement, et puis évidemment l'environnement microbien. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, cet environnement, il est beaucoup moins étudié que les facteurs génétiques parce qu'il est beaucoup plus difficile à étudier. Et vous savez également que quand on dit spondylarthrite, c'est une maladie articulaire inflammatoire, mais pas que. Il y a une inflammation de l'œil, l'uvéite. Chez pratiquement la moitié des patients, à terme, auront fait au moins un épisode d'uvéite, le psoriasis, et puis là, ce qui va nous intéresser tout particulièrement, la maladie inflammatoire chronique de l'intestin. 20 fois plus de maladies de Crohn ou de rectocolite hémorragique qu'attendu par hasard. Donc il y a un lien entre les deux indiscutable. Et donc, est-ce que ce lien pourrait passer par le microbiote? C'est une hypothèse qui mérite d'être étudiée, sachant que le lien entre microbes et spondylarthrite, ce n'est pas une idée nouvelle. Donc, on a identifié il y a déjà des décennies la situation très particulière de l'arthrite réactionnelle, où après une infection génitale ou intestinale, on développe dans le mois qui suit toutes les manifestations de la spondylarthrite, souvent sur un terrain HLA-B27, alors même que le pathogène qui a déclenché n'est plus là. Donc on en fait une réponse immunitaire inappropriée. Et puis il y a des études moins directes qui suggèrent que selon le degré d'hygiène, donc ça c'est des études qui ont été conduites au Maghreb en collaboration entre une équipe française et des équipes du Maghreb qui ont montré que par exemple avoir l'eau courante à domicile ou avoir un réfrigérateur à domicile, ça a été fait dans les années 80, fin des années 80, était associé à des formes moins sévères de spondylarthrite, suggérant qu'il y avait une influence donc, du degré d'hygiène sur la sévérité de la maladie. Et puis une étude beaucoup plus récente, assez intéressante, qui montre que chez des patients atteints de spondylarthrite, alors c'est une étude ce qu'on appelle rétrospective, on a interrogé les patients pour voir si c'est du déclaratif, ils se souvenaient comment ils avaient été allaités. Et donc, en fait, s'ils avaient été allaités au sein, ils avaient un moindre risque de développer une spondylarthrite que s'ils avaient été allaités donc, au biberon. Et donc, ça avec une population témoin qui étaient leurs frères et sœurs. Voilà, donc des arguments pour se dire peut-être que notre microbiote, il influence la maladie. C'est ce qui est illustré ici, mais je vais passer assez vite là-dessus. Donc, est-ce que c'est une pathologie inflammatoire en réponse à un pathogène particulier, ou bien encore une autre idée, donc est-ce que par hasard finalement la spondylarthrite, ça ne serait pas une maladie infectieuse, c'est-à-dire que l'intestin serait colonisé par des bactéries dont l'assortiment, sans être franchement pathogène en soi, c'est plutôt la composition ou l'assortiment de ces bactéries qui provoquerait le développement de la maladie. Alors pour y répondre, il y a un modèle ancien qui est ce modèle des rats HLA-B27, donc on les a rendus transgéniques, ils expriment le HLA-B27. On sait qu'ils développent une spondylarthrite, mais pas quand ils sont élevés, alors je vais passer assez vite, pas quand ils sont élevés en isolateur stérile. Voilà, donc les isolateurs stériles, donc ça permet d'élever des rats
ou des souris, donc ça a été développé il y a déjà de nombreuses années, dans un environnement sans microbes. Et dans cette situation-là, donc, on perd le développement de la maladie. Voilà, donc je vais passer ça. Voilà. Et on le retrouve si on colonise à nouveau les rats avec des germes, avec certains germes. Donc on va passer aux patients. Et ça, c'est l'étude que nous avons récemment publiée. Donc nous avons collecté des échantillons de selles chez un peu plus de 100 patients atteints de spondylarthrite. Nous avions des témoins dans cette étude, des témoins sains, c'est-à-dire indemnes de maladies inflammatoires, en particulier articulaires. Nous avons collecté notamment comme témoins sains des frères et sœurs de patients dont nous savons s'ils sont ou non porteurs du HLA-B27, pour poser en plus la question du rôle du HLA-B27 dans ce que l'on observe. Et puis un témoin d'une autre maladie inflammatoire voisine, mais quand même très différente, la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, je vais vous montrer les résultats qui ont été publiés, donc avec la technique la plus simple que nous avons appliquée. Donc, c'est un petit peu du chinois peut-être. C'est le séquençage des ADN bactériens codant pour les ARN 16S. Donc, ça vous dit probablement pas grand-chose, mais non. Ça permet d'identifier les bactéries. Ça permet de faire une carte d'identité des bactéries. Et donc là, vous avez des nuages de points colorés en fonction du groupe, avec les témoins sains, dans une première étude. Donc notre étude, elle est séparée en deux parties. Une première étude qu'on va appeler découverte des polyarthrites rhumatoïdes et des spondylarthrites. Et on voit qu'on arrive à les séparer sur la composition de leur microbiote relativement bien. Et donc ça veut dire qu'il y a des caractéristiques particulières à chaque groupe. Deuxième information qui est ressortie de cette étude, c'est que la diversité des microbes, et ça on le retrouve dans toutes les maladies inflammatoires finalement, la diversité des microbes, elle est réduite dans les maladies inflammatoires. Donc la richesse qui a l'air d'être importante, le nombre d'espèces bactériennes présentes dans l'intestin est réduit en cas de polyarthrite rhumatoïde ou de spondylarthrite. Et ce que je ne vous montre pas là, c'est que dans la spondylarthrite, c'est d'autant plus réduit que la maladie est active. Donc il y a un lien avec l'inflammation. Donc moins de richesse. Alors là, on arrive à ce graphe totalement indigeste, mais sur ces nombreuses bactéries dont je vous ai parlé, plusieurs centaines d'espèces, finalement, on essaie de voir est-ce qu'il y aurait des bactéries sur- ou sous-représentées dans tel ou tel groupe. Et donc, ce qui apparaît là, c'est les surreprésentés. Donc, vous avez les spondylarthrites en haut, les polyarthrites rhumatoïdes et les témoins. Donc, chacun a ses particularités dans cette étude découverte. Ce qui va être très intéressant pour la suite, c'est la première ligne simplement, spondylarthrite avec une bactérie qu'on appelle Ruminococcus gnavus, qui est augmentée dans le groupe spondylarthrite. Alors, je ne vais pas détailler les autres informations de ce résultat, mais je vais vous montrer tout de suite la cohorte de réplication, parce que vous savez qu'en science, ce qui est important, ce n'est pas seulement de découvrir, c'est surtout de répliquer, si possible dans un laboratoire différent. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais dans notre laboratoire, nous avons quand même fait une étude de réplication avec une deuxième cohorte. Et c'est dans cette cohorte-là que nous avons inclus des frères et sœurs de patients, porteurs ou non, du HLA-B27. Première information dans cette deuxième cohorte, on sépare les frères et sœurs, porteurs ou non du HLA-B27, par certaines bactéries. Donc il semble qu'il y ait des bactéries surreprésentées chez les porteurs du HLA-B27 non malades. Donc intéressant. Ce que je ne vous montre pas là aussi, c'est que ces porteurs du HLA-B27 non malades, ils ont une moindre diversité bactérienne que leurs frères et sœurs qui n'ont pas le HLA-B27. Donc il semble que HLA-B27 en soi, même non malade, il y ait déjà des répercussions sur le microbiote. Et puis quand on veut les comparer aux patients, cette fois-ci, les frères et sœurs, eh bien on les sépare à nouveau. Ils n'ont pas le même microbiote que leurs frères et sœurs. Là, je parle des patients par rapport à l'ensemble de leurs frères et sœurs. Et quand on étudie quelles sont les bactéries surreprésentées dans ces deux groupes, les frères et sœurs non malades ou les patients tous porteurs du HLA-B27 malades, eh bien dans cette étude de réplication, vous avez à nouveau Ruminococcus gnavus qui apparaît comme significativement augmenté. Donc on réplique le résultat de la première étude au moins sur cette espèce bactérienne. Et finalement, dans cette cohorte de réplication qui était un peu plus nombreuse, il y avait également des polyarthrites rhumatoïdes, il y avait davantage de témoins. La seule bactérie surreprésentée, finalement, c'est Ruminococcus gnavus. Donc on a répliqué cela. Ruminococcus gnavus a l'air d'être, au moins dans cette étude, répliqué
comme augmenté au cours de la spondylarthrite, d'autant plus que nos patients, on avait un petit groupe de patients qui avaient en même temps une maladie inflammatoire de l'intestin, qui généralement n'était pas le problème, ne faisait pas parler d'elle. Eh bien, ceux-là, ils ont beaucoup plus encore de Ruminococcus gnavus que les autres. Et dernier point qui est particulièrement intéressant, j'attire votre attention dessus, c'est une courbe de corrélation. En fait, plus l'indice d'activité de la spondylarthrite est élevé, plus la quantité de Ruminococcus gnavus est importante dans les selles des patients. Donc, corrélation entre la quantité de Ruminococcus gnavus et l'activité de la spondylarthrite. Donc, qu'est-ce que c'est que cette bactérie, Ruminococcus gnavus? Elle a un point fonctionnel extrêmement intéressant. Elle fait partie d'un petit groupe de 5 bactéries, avec les autres Ruminococcus torques, Bacteroides vulgatus, 5 bactéries seulement, qui sont capables en elles-mêmes, qui ont l'équipement enzymatique, les gènes, pour dégrader le mucus protecteur de l'intestin. Donc là, il y a une piste vraiment extrêmement intéressante. Est-ce que cette bactérie ne serait pas pathogène, finalement, quand elle est augmentée en attaquant le mucus et en favorisant la pénétration des bactéries au contact? Je vous ai dit tout à l'heure, la barrière, elle est quand même relativement... l'intestin est protégé par cette barrière de mucus, et là, cette bactérie, elle est capable de dégrader ce mucus. Donc ça a vraiment un grand intérêt, d'autant plus qu'il y a une autre bactérie dans les 5, Bacteroides vulgatus, qui fait la même chose, et ça, je suis passé très vite, parce que je pense que je n'avais pas le temps d'en parler, mais je le dis quand même, Bacteroides vulgatus, c'est la bactérie qu'on avait identifiée dans le modèle rat, HLA-B27, comme capable de provoquer la maladie chez le rat. Alors là où ça devient encore plus intéressant, c'est que quand on regarde la capacité de ces différentes bactéries à dégrader la mucine, on voit que Bacteroides vulgatus, il n'est pas capable de dégrader la mucine humaine, mais il dégrade la mucine porcine et peut-être celle du rat. Donc il peut y avoir aussi, c'est pas parce qu'une bactérie est pathogène dans une situation qu'elle va l'être dans l'autre, parce qu'elle ne va pas forcément faire la même chose, notamment dans 2 espèces différentes. Mais on retient l'idée que cette bactérie qui est anaérobie stricte, alors pour rien vous cacher, depuis que ces résultats sont publiés, nous avons essayé de la cultiver et nous n'avons pas l'équipement nécessaire. Il faut des hôtes de culture anaérobie stricte au laboratoire que nous n'avons pas, même si nous travaillons avec des microbiologistes. Donc il va falloir collaborer avec une équipe hyper spécialisée là-dedans pour essayer de voir s'il y a des espèces particulières de ce Ruminococcus gnavus chez les patients atteints de spondylarthrite. Voilà, donc sachez, je l'ai déjà dit, que cette bactérie, elle n'est pas tout à fait nouvelle pour ceux qui s'intéressent à l'inflammation intestinale, puisqu'elle a déjà été montrée comme augmentée dans la maladie de Crohn, par exemple, particulièrement dans ce qu'on appelle le microbiome associé à la muqueuse, celui qui colle au mucus, vous voyez, qui est tout près de la muqueuse intestinale. Et sa présence a été associée à l'échec de la chirurgie, aussi bien dans la maladie de Crohn que la rectocolite hémorragique, c'est-à-dire la récidive après chirurgie. Voilà. En conclusion, donc, eh bien, il semble bien qu'il y ait ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire un équilibre perturbé du microbiote dans la spondylarthrite. Chez le rat, chez la B27, je ne me suis pas arrêté dessus, mais je le reprends dans la conclusion, en corrélation avec l'inflammation intestinale. Et puis chez les patients, donc c'est ce que je vous ai montré aujourd'hui, et pas de la même façon dans la polyarthrite rhumatoïde que dans la spondylarthrite, et également de façon différente des témoins porteurs du HLA-B27. On a un enrichissement en Ruminococcus gnavus. Alors, je n'ai pas parlé d'Escherichia coli, c'est une autre histoire et une autre étude, donc je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, et ce n'est pas nous qui l'avons faite. Et surtout, donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est corrélé à l'activité de la spondylarthrite en cas de maladie inflammatoire intestinale associée, et non pas de la maladie de Crohn. Voilà. Et dernier point que je vous ai montré grâce à l'étude, mais il faut l'augmenter, on a encore trop peu d'effectifs pour conclure sur cet aspect-là, c'est l'influence du HLA-B27, puisque les frères et sœurs de patients porteurs du HLA-B27 ont l'air également d'avoir un microbiote intermédiaire entre les patients qui ont développé une spondylarthrite et ceux qui n'ont pas le HLA-B27. Voilà. Je vais finir en citant les différentes équipes, les personnes des différentes équipes qui ont contribué à ces études que je vous ai montrées. Donc notre unité INSERM, dirigée avec moi-même par Gilles Chiocca, et puis des chercheurs dans notre laboratoire, Simon Glatigny, Louisa Krause, Ingrid Fert. L'équipe médicale à l'hôpital Ambroise Paré,
le docteur Leboime, le docteur Senal, le docteur Costantino, qui ont participé à cette collecte des échantillons, et puis ceux également qui ont un rôle extrêmement important, puisque ce sont eux qui ont la technologie de séquençage du génome bactérien. C'est toute l'équipe de l'INRA qui est à la pointe. Donc l'INRA est à la pointe dans ces recherches-là à l'échelle mondiale. Et donc je vous ai montré des premiers résultats, mais il y en a d'autres à venir avec l'équipe de Métagénopolis qui seront encore beaucoup plus importants, a priori, en termes de précision vis-à-vis de la caractérisation de ce microbiote. La Fondation Arthritis qui finance maintenant nos recherches sur ce sujet. Et puis évidemment, vous tous qui avez participé et qui continuerez, je l'espère, à participer à nos recherches. C'est même Merci. sûr. Merci beaucoup, on vous applaudit. Je vous laisse me rejoindre, si vous voulez bien, à la tribune.